Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous participons aujourd'hui au webinaire en ligne dont l'intitulé est le Personal Branding. Avec nous aujourd'hui du Canada, qui nous vient du Canada, c'est Salah Schraid, qui est un grand consultant qui est dans le consulting international. Je cède la parole à Si Salah pour qu'il se présente. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour Khaled, bonjour tout le monde toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Je suis Salah Shrayet, je suis tunisien bien sûr avant tout et je vis au Canada à Granby. Je suis consultant, je suis formateur, je suis conférencier et je suis au Canada depuis 20 ans. Depuis 20 ans. De formation initiale, je suis ingénieur industriel puis j'ai un diplôme de finance. Mais maintenant, mon activité est autour de la gouvernance, de la communication, du management, de l'intelligence émotionnelle. Je travaille beaucoup avec les entreprises. J'ai dirigé un bureau de formation au Québec à Granby, l'adolescent, puis j'ai aussi dirigé un consortium, c'est un regroupement de bureaux de formation pour faire face à de grands appels d'offres. J'étais aussi, j'arrive pas à me détacher de mes anciennes responsabilités. J'étais aussi président du conseil d'administration de SERI, Solidarité ethnique régionale de l'Ayamasca. Et c'est un organisme qui aide les nouveaux immigrants à s'installer puis à trouver leur place au Québec. Il y a quelque chose aussi, peut-être, j'ai été pendant 10 ans entraîneur de soccer, c'est le foot. Au Québec, on l'appelle Amchef Bled de la mienne. Donc, j'étais un joueur moyen en Tunisie, mais au Canada, ça paraissait que j'étais entraîneur, j'ai pris mes certificats. Je suis connu pour être vulgarisateur. Donc, toutes mes formations sont portées sur la vie effective sur le milieu de travail. Je donne beaucoup d'exemples et je m'intéresse beaucoup au côté comportemental des personnes. Ce qui veut dire que quand même, je vais citer mes sources. Je vais vous partager les sources et les livres et les manuels desquels j'ai tiré les comportements dont j'ai besoin. Je suis marié et père de 2 enfants qui sont maintenant à Montréal. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une petite connexion? Je ne vous vois pas, Khaled? Allô? Est-ce que c'est moi qui donne déconnecté? Ah, je pense que c'est un petit problème de connexion. On va avoir Khaled. Oui. Oui, voilà, je suis là, je vous entends. D'accord. Alors, voilà, je me suis présenté. Oui, merci beaucoup, c'est ça. Alors, si vous pouvez nous donner une petite idée sur les objectifs ou les acquis qu'on va avoir suite par Ouais. rapport, bien sûr, Bon, ça alors, serait quoi en 2 ou 3 mots, en 3 phrases? je vais vous partager des diapos que j'ai préparés spécialement pour vous. Alors, dans ces diapos-là, nous allons découvrir ensemble, je suis en mode partage, IHT, Personal Branding, voilà, et voilà. Ça a pris 1 seconde. Alors, là, je me suis déjà présenté, j'aime beaucoup parler, mais je vais arrêter de me présenter là. Les objectifs. Pourquoi on est là? D'abord, pour sensibiliser sur les changements du profil recherché au marché de l'emploi. Ça a beaucoup changé et euh, ça impacte beaucoup le marketing de soi. Deuxième chose, c'est découvrir les qualités des personnes qui attirent maintenant les recruteurs et les partenaires d'affaires. Et puis, c'est toujours important, on va faire des auto-évaluations qui vont nous permettre qui vont permettre aux personnes qui nous suivent de se dire, hey, où est-ce que j'en suis moi? Donc, c'est ça mon objectif. Et, euh, et voilà. Et donc, on a préparé ensemble les questions que nous allons répondre ensemble, ce que nous avons préparé. C'est quoi? Est-ce que c'est une mode? Puis comment se connaître, mieux se connaître, l'intelligence émotionnelle ou l'UQE, le quotient émotionnel, le leadership, c'est quoi la proactivité?
et quels sont les ingrédients du marketing de soi, et puis un petit résumé. Voilà un peu la démarche que je vous propose. Vous pouvez me poser d'autres questions. Mon but, c'est qu'à chaque question, on va prendre de 5 à 10 minutes pour ne pas dépasser les temps impartis. Avec plus grand plaisir, c'est ça là. Alors, tout d'abord, bien sûr, pour commencer, alors, d'après vous, bien sûr, c'est quoi le personal branding? Bah, le personal branding, on en parle depuis quelques temps maintenant, et on se demande est-ce que c'est une mode? Surtout la connotation anglaise, c'est surtout en mode, en termes anglais. Les gens sont en droit de savoir qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une mode? Et d'abord, être un bon professionnel ne suffit plus, il faut le faire savoir. Mais comment le faire savoir sans tomber dans l'excès, sans tomber dans comment dire, la description de situations d'exagération. Comment faire de sorte d'être authentique et comment avoir une première impression qui doit toujours être la bonne. Alors, le personal branding, notre but est de faire savoir, de connaître d'abord quelles sont pour la personne ses compétences, ses avantages, sa valeur ajoutée, mais toujours du point de vue de son entourage, de son public professionnel, avec son positionnement et son image. Ça veut dire, Khaled, qu'on va expliquer, on va donner cet élément-là, le personal branding, exactement comme si on marketait un service ou un produit. Lorsqu'on va se présenter à un travail, lorsqu'on se présente devant un partenaire financier pour obtenir un prêt, on a toujours, ce qui est important, c'est d'abord la qualité, les avantages, la valeur ajoutée de la personne. Mais est-ce qu'on met assez d'emphase là-dedans? C'est ce qu'on va apprendre ensemble. Donc, nous allons voir ça avec les yeux du public. Le public a changé, les clients aussi. Ils ont maintenant d'autres attentes plus importantes et l'image recherchée est tout à fait différente de ce qu'on avait l'habitude de trouver. Maintenant, tu pourrais me dire, ben, c'est quoi le profil recherché maintenant? On a toujours demandé des ingénieurs, toujours demandé des marketeurs. Ben oui, tu as raison. En dehors des compétences techniques, maintenant, on veut, et en dehors de connaître le produit, puis d'avoir de la connaissance des langues et tout ça, maintenant, on veut des gens qui sont capables de renverser la table devant l'adversaire. On veut des cadres, on veut des marketeurs, on veut des personnes qui sont capables de faire la différence, changer les choses. On ne cherche plus la personne qui, écoute, fait la victime, hey, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, c'est pas ma faute. On veut des gens qui sont capables d'influencer les autres et non pas le profil qui va dire, hey, j'ai tout essayé, il ne m'écoute pas. Ben non, c'est pas ça ce qu'on veut maintenant. On veut des gens qui sont capables d'influencer, à communiquer adéquatement. Tu sais, dans le leadership ou pour avoir de l'autorité saine, c'est 90% de communication. Et nos personnes, à nous, est-ce qu'ils l'ont? Est-ce qu'ils ont cette facilité de communiquer, à confronter les situations à défi? Khaled, crois-moi, il y a des gens qui me disent, la veille de rencontrer un client, un employé difficile ou donner une mesure disciplinaire, ils me disent, j'arrive pas à dormir la nuit. Je suis pas capable. Donc ça, non plus, on n'en veut pas. On veut des gens responsables, forts, avec une belle force de présence, Donc, à inspirer les équipes et les clients et à les rassurer. Oui, donc si j'ai bien compris, Monsieur Salah, c'est un peu lié au leadership aussi, quelque part, hein. absolument. Et c'est ce que j'explique un peu plus tard. C'est la possibilité de travailler sous pression. Ça veut dire sous pression avec, est-ce que tu es capable de travailler quand tu as des dettes, quand tu es malade, quand tu as des délais, là, tu es dépassé? Est-ce que tu es capable de rester concentré? Est-ce que tu es capable aussi de, 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 de dire des choses difficiles à dire, la communication? Est-ce que tu es capable de gérer ton temps, du stress et avoir le temps de t'occuper de ta famille, de tes amis? La gestion du temps et du stress, maintenant, c'est demandé. Donc, c'est la capacité de rassembler des gens. Là, on rentre dans le leadership dont tu parles, la capacité de rassembler. Et non pas dire, écoute, ils sont toujours les uns contre les autres, je n'arrive pas à faire ça. Écoute, là, tu ne fais pas l'affaire. Tu dois être capable de rassembler des gens, savoir influencer. On va voir l'attitude proactive un peu plus tard. C'est quoi influencer? Il y a des gens qui ont comment dire, la force des mots,
il suffit qu'il se prononce sur un problème ou une question, et puis le monde se met à les suivre. Savoir développer ces réseaux, ça c'est très demandé. Avoir du leadership, là c'est expressément mis, Khal, c'est d'avoir du leadership et être authentique et vrai. Donc c'est là que, je dirais, les nouvelles exigences, et c'est important, quand un candidat va se présenter, qu'il fasse ressentir tout ça. Mais c'est pas facile. C'est facile de montrer ses diplômes. Mais comment montrer qu'on sait gérer le temps, qu'on sait influencer, qu'on sait développer ses réseaux? Et c'est ça le vrai défi. Et c'est pour ça que c'est ce que nous allons voir un peu plus tard, c'est que de quelle manière d'abord développer ses compétences chez soi et surtout l'objectif, comment le faire savoir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, exactement. Merci beaucoup. Si vous pouvez nous donner une meilleure idée sur ce qu'est l'authenticité ici, être authentique. Oui, Euh, d'accord. Ben, être authentique, regarde, je vais te donner un exemple. Moi, là, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup MacGyver et j'aimais le bricolage. Et je pensais que j'étais bricoleur, Khaled. Et chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je dis, hey, je suis bricoleur, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai monté ce, ce, cet appareil. Et jusqu'au moment que je me suis rendu compte que je suis mauvais bricoleur. Dans ma tête à moi, je pensais être un vrai bricoleur, être vrai, mais en fait, ce n'était pas moi. C'était l'image que je voulais. Et je ne savais pas, parce que maintenant, au Québec, tu sais, on a Ikea, on a des meubles qu'on achète, qu'on assemble plus tard. Chaque fois que j'assemble un meuble, il me reste la moitié du boulon, que je sais pas où est-ce que ça s'en va. Et donc, j'ai compris que c'est pas ma force. Et donc, c'est important que chacun de nous soit soi-même. Moi, même comme conférencier, avant, j'imitais quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je portais son masque. Je donnais ses exemples. Ce n'était pas moi. Je n'étais pas authentique. Je n'étais pas vrai. Je me donnais une image que j'aimais beaucoup, mais ce n'était pas moi. Moi, j'ai commencé à lever la foule, si on peut dire ça. C'est un moment, à partir du moment où j'ai découvert un enfant en moi qui, lui, est très fort. Et puis, quand je lui donne la liberté, il est capable de convaincre n'importe qui. Et en faisant confiance à cet enfant en moi, j'ai réussi à être authentique. Et quand on est authentique, merci pour la question, on a de la facilité à mettre les gens à l'aise. Ils nous voient vrais, ils nous voient sans masque, et on a beaucoup d'impact sur eux. Donc, et puis, surtout, Khaled, ça permet d'enlever ce qu'on appelle quelque chose de très gênant qui s'appelle l'ambiguïté. As-tu déjà eu un sentiment parfois que tu dis, hey, ce type-là, il est ambigu? On ne veut pas faire affaire avec des personnes ambiguës. On veut des personnes authentiques et vraies. Donc, l'ambiguïté fait peur. Et là, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Là, quand vous faites quelque chose, quand vous présentez, ben, réduisez la quantité, mais c'est important que le message soit clair. Un seul message à la fois. Et donc, la personne, c'est important que quand elle parle avec des personnes, d'autres personnes, qu'elle soit authentique, qu'on voit la vraie nature de cette personne. Et ça, c'est pas toujours évident, c'est pas facile. C'est en enlevant les masques et en enlevant les fausses identifications qu'on s'est données. Mais j'enchaîne sur ta question. Donc, c'est important d'être authentique, mais pour être authentique, ça veut dire être soi-même, c'est important de savoir qui on est. On ne peut pas être authentique sans savoir qui on est finalement. Donc, moi, pour pouvoir être authentique, j'ai su que moi, c'était l'enfant. C'était cette personne spontanée et comment dire, facile d'accès. Et c'est que je suis. Et c'est ce que j'aime maintenant. Je n'aime pas grand-père. Je ne suis pas MacGyver. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et j'ai arrêté de penser à ça. Un autre exemple, c'est que je me dis à mes enfants, ils veulent essayer tous les sports. Ben écoute, pour l'essayer, c'est bon. Mais sache que toi, là, tu es bon en foot, en soccer, en ça, en ça. C'est parce que tu as un talent là-dedans. Alors, essayer tout, c'est pas grave, mais ne pense pas que tu seras bon partout. C'est important de se connaître et de savoir qui on est. Et c'est ce qui nous pose à la question, mais comment se connaître? Comment savoir qui on est? Who are you? Et c'est là que ben, je peux donner
des pistes. D'abord, savoir c'est quoi tes ambitions, c'est quoi tes forces, où est-ce que tu veux t'en aller, c'est quoi tes rêves. C'est important de le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas encore. Ses faiblesses et ses défis. Où sont tes limites? Qu'est-ce qui te met à défi? Ton style psychosocial, tes talents et surtout, là, un seul identifiant. Quand tu vas voir un employeur, il est possible qu'il fasse une enquête ou il est possible qu'il fasse une recherche Google sur toi. Il est possible que tu as beaucoup de travaux, Khal. Tu as plusieurs travaux qui sont publiés, mais possible aussi que chaque fois, tu te présentes sous un nom différent. Et là, tu n'as plus l'identifiant unique. Et là, il y a de l'information qui se perd. Et c'est important, quand je coach des personnes, je dis maintenant, s'il te plaît, mets-toi un seul identifiant. C'est ton nom, c'est ta marque. L'orthographe qui ne change pas. Moi, il y a des gens qui sont tentés parfois d'écrire mon nom avec un Y, Shrayet, au lieu de I. Il y a des gens qui mettent 2 points. Donc, toujours le même orthographe, toujours le même ordre, toujours le même nombre de mots, toujours la même qualification. Aucune ambiguïté. Donc, la connaissance de voix commence par se donner un nom d'entreprise qui est ton prénom et ton nom. Ça peut être 3 noms, ça peut être 4 noms, mais il faut garder ça tout le temps. Parce que sinon, tu perds des informations ici et là. Je vois ça, par exemple, aussi chez les dames. Parfois, elle est, je dis n'importe quel prénom, Mounira Ben Ali. Parfois, elle devient Ben Ali Mounira. Parfois, elle devient Mounira Ben Ali, épouse Ben Drashko, Ben Mohammed. Et ça fait perdre des points. Donc, apprenons à avoir un identifiant unique, une seule identification. D'accord. Ça, c'est la première chose. Donc, sur ma liste, j'ai mis ça en dernier pour commencer avec ça. Et c'est facile à changer. C'est facile à changer. Et puis, c'est évident. Le résultat est là. Ensuite, ce que je suggère aux personnes, c'est de se connaître son style psychosocial, parce que c'est important de savoir qu'on n'est pas le nombril du monde. On n'est pas, nous, la normalité. On est dans une case quelque part. Je suis plutôt décisionnel, plutôt analytique, peut-être plutôt bienveillant, expressif. Et ça me permet de savoir, de comprendre la différence des autres. Et ça me permet il y a des formations que je donne, par exemple, quand tu es expressif, tu as le verbe facile, tu as parlé, tout ça, puis tu fais face à quelqu'un d'analytique qui est plus réservé, quels sont les outils à utiliser? Et donc, quand on a des outils pour parler à la personne qui est l'opposé, parfois c'est un défi. Et parfois on n'accepte pas. Et donc, ça nous permet d'abord de nous ajuster à notre. Si moi je suis expressif, ça veut dire j'aime mettre l'emphase, je veux être valorisé, puis en face de moi le recruteur est analytique, je risque de faire des erreurs. Et réciproquement, donc tous les styles opposés. Si vous voulez, je ne vais pas faire une formation là-dessus, mais je vais vous partager. En Tunisie, les tests les plus utilisés en Tunisie, parce qu'on est encore en France, c'est le profil Nova et c'est Processcom. De mémoire, ceux que je ne fais pas de la publicité, c'est pour ça que je dois donner au moins 2. Ça vous permet de vous connaître un peu mieux, de vous connaître vos distinctions. Parce que quand on ne fait pas ça, on pense que la normalité, c'est nous. Et l'autre, c'est le défaut, c'est le désavantage. Alors, ça va nous permettre que, écoute, je vis dans un monde, je suis dans une équipe, et dans cette équipe, moi, je suis le gardien, mais il y a des attaquants qui sont meilleurs que moi à mettre des buts. Si moi, je suis l'attaquant, il y a un gardien qui joue avec les mains, qui joue des mains mieux que moi. Si vous êtes au Québec, c'est Insight, c'est Summum, c'est d'autres. En Amérique du Nord, c'est d'autres. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Ensuite, c'est important pour se connaître de savoir qu'est-ce que vous faites le mieux. C'est quoi tes talents? Je ne parle pas de talents de danse, de musique, de sport. Non, non, non. Le talent professionnel. Et ce talent-là, il y a un bon livre que je vais vous partager un peu plus tard, là, ici, là. Découvrez vos points forts. Il y a une organisation Gallup. C'est la plus grande organisation qui s'occupe des comportements humains. Et elle a posé une question à 198 000 personnes qui sont dans 7 939 unités, 36 entreprises.
La question était, avez-vous occasionnellement l'opportunité, Khaled, de faire quotidiennement ce que vous aimez le mieux? Est-ce que tu fais ce que tu aimes? La réponse de oui, absolument, était de 20%. Il y a 20% de gens qui travaillent dans leur talent, ce qu'ils aiment le mieux. Et les gens qui réussissent le mieux au travail, ceux qui réussissent, ils travaillent au moins 70% dans leur talent. Moi, écoute, je vais te donner un exemple, Khaled. Moi, je suis ingénieur. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, je pensais être fait pour être ingénieur, pour être MacGyver. Et finalement, oui, j'ai réussi. Mais est-ce que j'étais vraiment heureux? Je n'étais pas capable de rester devant un dessin plus que 2 heures. J'allais toujours chercher à communiquer avec des personnes. Ça veut dire que j'étais capable de travailler, d'avoir mon salaire, mais je ne pouvais pas être excellent. Je ne pouvais pas être number one, par exemple. Et chacun de vous peut être number one dans la mesure où il travaille sur ses talents. Les talents, ce sont des comportements, des émotions qui permettent, ben, quand tu les exerces, tu le fais dans l'aisance et dans le plaisir. Et donc, tu ne peux pas te fatiguer. Donc, c'est important que tu connaisses tes talents. Quand tu connais tes talents, tu te connais mieux. Et là, même, tu peux avoir ton meilleur travail. Moi, quand j'étais ingénieur, j'étais un peu drôle avec mes amis, tout le monde voulait m'accompagner mais je n'ai jamais pensé utiliser ça au travail. J'ai changé à 40 ans. J'ai changé de carrière. J'ai muté vers un autre domaine et parce que je voulais travailler dans mes talents. Hmm. Et Une ça, petite question, c'est ça là? oui, Est-ce qu'ici, vous pensez que, juste pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que ça serait mieux de découvrir nos talents le plus tôt possible, ou peut-être, par exemple, quand vous citez votre expérience à 40 ans, est-ce qu'ici, ça serait mieux de le découvrir le plus tôt possible pour en bénéficier et le mettre en pratique? ben, tu as bien posé cette question-là. Idéalement, on découvre les talents à l'école, au lycée. Pourquoi? Même pour que l'orientation scolaire, professionnelle, soit dirigée vers tes forces. Moi, quand j'étais jeune, l'ambiance dirait, écoute, tu réussis bien à l'école, tu seras médecin ou ingénieur. À l'époque, c'était ça le choix. Si tu veux de l'argent, il faut être médecin ou ingénieur. Et comme moi, je n'aimais pas la couleur du sang, ça me faisait mal, alors je me suis concentré à devenir ingénieur. Et puis, bon, mais le monde a changé. Les ingénieurs n'étaient pas comme les ingénieurs auxquels pensait mon entourage. Ils ont beaucoup plus de difficultés. Et donc, maintenant, on ne sait jamais, là, on est Khaled ensemble aujourd'hui, on ne sait jamais si on a des enfants qui commencent leur vie à 7 ans, 8 ans, on ne sait jamais quand ils seront au marché de travail, qu'est-ce qui va ramener de l'argent. Parce que le monde change tellement vite. Alors, moi, je pense que le mieux, c'est de les orienter vers leur talent. Et il existe des postes, et je milite pour ça. Par exemple, moi, je suis issu de Tozer, et je suis avec un groupe en train d'essayer de changer les choses pour que les jeunes des lycées puissent connaître leur style social, puissent connaître leur talent, afin de leur donner un bon départ. Vous n'avez pas besoin de rester jusqu'à 40 ans comme moi pour découvrir vos talents et puis vous changer de vie. Et quand vous êtes dans vos talents, le recruteur, il le voit parce que tu as l'étincelle, parce que tu as de la passion. Tu parles des choses que tu aimes. Moi, je dis toujours oui aux personnes qui me demandent des renseignements. Ben, c'est normal parce que j'aime ça. Ça ne me fatigue pas. Mhm. Euh, Si tu permets, Tarek, est-ce que j'ai répondu? Juste une dernière chose. Ça, c'est pas, ça, c'est quelque chose que j'ai moi mis en place en me basant sur les travaux de Ibn Khaldun sur qu'il y a des gens, ben, je vais le dire en arabe, mais c'est en français aussi, naissent qarroun wa rahal. Ça veut dire que les gens sont sédentaires ou nomades. Et moi, je suis allé plus loin que ça, je dis c'est un caractère. Dans la même famille, tu peux, toi, par exemple, Khalt, être de nature nomade, ça veut dire que tu pas quelqu'un, ou moi, je peux être ton frère et de nature sédentaire. Et sédentaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'enracine. C'est quelqu'un qui va évaluer sa chance, sa fortune par la grandeur de sa maison et puis par les arbres qu'il plante. Donc pour lui, là, ce qui compte, c'est vraiment s'enraciner. C'est ça la réussite. Alors que nomade, il voyage léger, lui, il prend plus de risques et puis il va plutôt en mode conquête et il n'emmène pas beaucoup de choses avec lui. Et j'ai à un moment donné parlé avec le ministère de l'Immigration pour faire un test de taux de nomadité chez les immigrants
pour favoriser plutôt qui sont plus nomades que ceux qui sont sédentaires. Ben, c'était une proposition parce que ceux qui sont nomades, ils vont être des citoyens du monde, tu vois. Ils vont être s'installer partout où ils sont. Alors que le sédentaire, il va se rappeler du couscous de sa maman, il va pleurer quand ça va pas. Et puis, il va plutôt, il sera pas heureux comme le nomade. Le nomade, il est plus dans le voyage. Le nomade, pour lui, le plus important, c'est son auto, c'est son voyage. Alors que le sédentaire, c'est sa stabilité et tout ça. Donc, ça, c'est un outil que mon entreprise a fait. Ça, pour moi, c'est un élément aussi de se connaître. Parce qu'on peut avoir le même style social, les talents, mais le comportement de nomadité peut être différent. Il peut fausser les calculs. Et donc, ça peut donner une bonne idée sur, par exemple, la mobilité souhaitée. Est-ce que c'est quelqu'un qui va changer beaucoup de travail? Est-ce qu'il veut être fidèle 30 ans, même employeur, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un peu comment se connaître, Khaled. Merci beaucoup, c'est ça. Là, juste une petite question ici par rapport à ce modèle que je trouve personnellement excellent. Est-ce qu'il y a, y a-t-il un style qui est meilleur que l'autre ou tout Non, simplement l'un peut être bien pour nous-mêmes? Voilà. on a besoin des deux. C'est comme les styles psychosociaux. Il n'y a pas un style qui est meilleur que d'autres. Moi, je suis nomade, mon frère est très sédentaire, moi, je suis très nomade. Donc, c'est pas. Et lui, il réussit à sa façon, d'après ses valeurs à lui. Moi, je réussis à ma façon, selon mes valeurs à moi. Donc, on n'a pas les mêmes forcément. Ben, on a les valeurs humaines ensemble, mais la vision sur l'activité, la vision sur la mission peut être différente. Et on a besoin des deux. Mais si tu me dis, écoute, moi, je suis quelqu'un, je veux devenir consultant, et puis je veux voyager beaucoup, voir d'autres personnes, ça peut-être va parler d'un haut niveau de nomadité. Si tu dis, ben moi, j'aimerais construire mon usine, j'aimerais m'implanter, j'aimerais construire, pourquoi louer, j'aimerais acheter, ça dénote un peu plus de sédentarité. Donc, il n'y a pas de négatif. Sédentaire, c'est pas dans le sens négatif. Parce que j'ai découvert que la nomadité, parfois, est une insulte chez certaines personnes, surtout au Québec. Ben, pas insulte, mais de dire, écoute, c'est un esprit nomade. Ça veut dire quelqu'un qui ne respecte pas, qui va salir un peu partout et tout ça. Et le sens des sédentarités est aussi une accusation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. C'est un comportement nomade ou sédentaire. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci beaucoup. Vous avez très bien répondu. Maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à l'intelligence émotionnelle, effectivement, et son rôle dans le développement de notre personal brand. Oui, euh, comme je disais, les gens maintenant ne s'intéressent plus seulement à notre niveau technique, à ta capacité de programmer. Ils veulent aussi savoir, avoir ton savoir-être. J'ai rencontré des clients, des entreprises qui me disent, Salah, je ne veux pas juste des technocrates, parce que s'il manque une langue, par exemple, il ne connaît pas l'anglais, ben, je peux lui apprendre. S'il ne sait pas rédiger telle affaire. Pour ça, je peux lui faire une formation. Mais s'il est de nature négative, c'est difficile à changer ça. S'il est de nature, comment dire ça, pas fiable, qui n'est pas capable de respecter ses engagements, ça, il est difficile à changer. S'il te plaît, Salah, aide-moi à plutôt chercher les attitudes convenables, les savoir-faire et puis le savoir, ça peut venir plus tard. Parce que c'est plus superficiel, ça s'apprend. Mais quelqu'un qui ne tient jamais sa parole, ou quelqu'un qui est désorganisé de nature, ben, c'est difficile à changer. Et donc, on voit l'importance de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi est-ce l'intelligence émotionnelle? Check bien, là. C'est un terme. Regarde bien. Alors, l'attitude est tout. Le jeune, ben, ça, je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, il y a une citation qui dit on recrute les jeunes pour leur CV et on les met à la porte à cause de leur comportement. Donc, ouais, mais moi, je l'ai embelli. Mais il bâtit son destin par son comportement. Parce que regarde, Khal, si tu montes dans une organisation, c'est parce que tu sais te faire respecter par tout le monde. C'est parce qu'il y a comme un consensus sur ta valeur. C'est quelqu'un qui est capable, qui est fiable. C'est là que la personne grandit vraiment. La technique, oui, mais à un degré peut-être moindre. Et je vais même dire qu'au Canada,
j'ai remarqué que les Tunisiens surévaluent leurs connaissances techniques. J'ai coaché des personnes qui me disent, ça là, j'ai peur de ne pas avoir assez de technique, je veux montrer que je suis compétent techniquement. Je dis, arrête, pensez ça. Tu as une belle personnalité. Si tu réussis à te faire aimer, à te faire respecter, ben, ils vont te pardonner tout. Et c'est vrai, moi-même, j'étais avec quelqu'un, un ingénieur, et puis j'avais avec mon coach, et puis à lui, là, on ne pardonnait rien. Et il était toujours critiqué. J'ai parlé à mon coach à l'époque, quand j'ai commencé à être ici, François. Je dis, François, pourquoi nous, on fait des erreurs, on nous pardonne, et puis lui, on dirait qu'on l'attend toujours au tournant. Il dit, parce qu'il ne sait pas se faire aimer. En arabe, ça veut dire, si on t'aime, tu auras l'aisance de la complicité de tout le monde. Et ça, c'est important. Si tu te fais détester, ben, c'est sûr que tu auras, comme on dit en Tunisie, les bâtons dans les roues. Alors, la réussite aux affaires demande, au travail, ben, là, je parle aux affaires si c'est un entrepreneur, et sinon, un demandeur d'emploi, c'est réussite au travail. Le courage, c'est des émotions. C'est faire face à ses peurs, de prendre des risques et les assumer. On veut des gens qui prennent des responsabilités. La patience dans l'activité et le détachement du résultat. Ça veut dire que je reçois parfois le coaching de personnes qui sont dans le commercial. Ils disent ça, là, je suis perdu, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, je veux atteindre mes objectifs. Oui, c'est parce que tu es trop attaché au résultat. Concentre-toi sur l'activité. Et ça prend des émotions. Ça veut dire qu'il puisse se déconnecter des résultats pour qu'il puisse bien faire son travail. Plus on est attaché au résultat, plus on est stressé. L'ouverture a la différence. Il y a des gens qui ne peuvent pas être ouverts à quelque chose de différent. La résilience au travail, cette résistance à la difficulté, la capacité de rassurer et d'inspirer. Idéalement, on n'a même pas à dire à quelqu'un fait ça, rien que par notre comportement et donner des exemples, ça doit inspirer. Moi, d'habitude, je ne donne pas de leçons. Je ne dis pas il faut faire ça ou ça. Je partage des expériences, tout en demandant et des exemples que j'ai vécus, tout en espérant que ces exemples-là et ces cas vécus vont inspirer les autres. Il dit, hey, moi aussi, j'ai connu ça. Hey, moi, pourquoi j'ai pas fait ça, moi? C'est une manière non agressive et invitante à partager quelque chose. Et donc, on ne me critiquera jamais à ma façon que j'ai géré une situation vécue. Par exemple, tu me poses une question, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Ça là, je te dis, je vais te partager une expérience que j'ai vécue. À l'issue de ça, tu ne vas pas me critiquer. Hey, non, tu n'aurais pas dû. D'habitude, tu fais l'effort de le projeter sur toi. Est-ce que tu seras capable de le faire ou pas? Et je ne me mets jamais sous les feux de la critique de cette façon. Parce que je partage avec toi quelque chose que j'ai vécu. Et j'utilise beaucoup ça dans la formation de formateurs. Comment partager? Parce que les bons conférenciers, ce sont des gens qui racontent des histoires. Donc, d'abord, on ne s'ennuie pas. Et ensuite, c'est beaucoup moins agressif que donner à des gens des instructions comment faire. Et là, on se met à danger. La facilité de travailler sous pression, ça aussi, il y a beaucoup d'émotions. La force de rebondir après une chute. Tous, on a des chutes. Tous, on a connu des situations difficiles. Tous, on s'est séparé avec des personnes très intéressantes. On a tous été en échec quelque part. Bon, ça demande l'intelligence, c'est des émotions. La communication de l'enthousiasme. Parfois, il y a quelqu'un qui s'émerveille. Hey, j'aime ça. Et là, ça devient contagieux, la communication de l'enthousiasme. L'habilité de confronter un partenaire mécontent. C'est sûr que comment confronter les émotions négatives et face à face avec un client insatisfait. Donc ça, c'est pour dire un peu à quel point l'intelligence émotionnelle est demandée maintenant, parce que et ça, malheureusement, on ne le voit pas à l'école. On n'enseigne pas ça à l'école. Et donc, l'intelligence émotionnelle, en deux mots, l'intelligence émotionnelle, c'est A, B, C, D. D'abord que toi, Khaled, tu puisses connaître tes émotions. Par exemple, si je te dis, c'est quoi ton sentiment maintenant, que tu ne dises pas ça va ou ça va pas. C'est trop simple, noir ou blanc. Mais c'est de dire, par exemple, je me sens frustré, je suis choqué, je suis renversé, je suis. Donc, trouver un vocabulaire riche. Et c'est difficile, Khaled. Tu sais pourquoi? C'est parce que quand on était jeune, on nous disait de ne pas exprimer devant notre père, par exemple, notre frustration ou être en colère. Quand tu avais envie de pleurer, on disait, mais non, tu es un homme.
Arrête donc. Il ne faut pas faire ça. Et donc, on a appris toujours à garder nos émotions. Et il est difficile maintenant, à cet âge, de dire il faut exprimer ses émotions. Mais je médite aussi dans les écoles, même ici au Québec, à ce qu'on enseigne aux petits-enfants d'exprimer leurs émotions. Et puis, une fois que tu les connais, comment les gérer, ces émotions-là? C'est le B. Le C, c'est quelque chose d'autre, c'est l'empathie. Comment écouter les émotions des autres? Et pour arriver à D, qui est finalement le summum de l'intelligence émotionnelle, comment développer mon intelligence sociale? Comment le fait que je connaisse mes émotions, que je connaisse ceux des autres, comme je suis capable de gérer mes émotions, qu'est-ce que ça va me donner comme bénéfice? Et le bénéfice, c'est que je vais pouvoir te mettre à l'aise, je vais te valoriser, je vais arriver à une entente gagnant-gagnant avec toi. Je vais pouvoir implanter des systèmes et avoir du leadership. Je vais pouvoir influencer les autres. Ça, c'est le D, c'est le résultat. Si vous souhaitez approfondir cela, j'ai préparé pour vous un petit test, ceux qui le veulent, pour savoir les critères de l'intelligence émotionnelle. Et vous pouvez vous donner 1, 2 ou 3 points à chacune des questions. Si vous avez 3 partout, soit la somme, c'est 3 partout, on va dire que vous avez les signes distinctifs de l'intelligence émotionnelle. Et par conséquent, ça pourra dire que vous êtes en maîtrise et que c'est bon signe donc pour le recrutement. 1. Est-ce que votre vocabulaire émotionnel est diversifié? Ou est-ce que c'est toujours oui, non, ça va pas? Donnez-vous une note, s'il vous plaît, de 1 jusqu'à 3. 1, c'est mauvais, ça veut dire que moi, c'est 1, c'est ça va pas. 3, c'est, écoute, c'est très diversifié. Vous êtes curieux à l'écoute vis-à-vis des autres. Est-ce que tu es à l'écoute ou est-ce que tu coupes la parole? Est-ce que tu aimes beaucoup parler? Votre regard évolue avec le temps et vous vous remettez en cause. 1 à 3. Vous connaissez vos points forts et vos faiblesses. Vous êtes capable de dire, je ne suis pas MacGyver, je ne serai jamais, mais je m'aime comme je suis. Vous connaissez vos points forts et vos faiblesses. 1 à 3. Vous avez le sens du jugement des situations inédites. Par exemple, je vois le sens du jugement, par exemple, le comportement envers la vaccination. Il y a des informations contraires. Il y a des gens qui disent que c'est un complot mondial. Il y a d'autres qui disent que la science dit qu'il faut le faire. Il n'y a personne. On dirait que en Tunisie, surtout, c'est divisé en deux. Ça, c'est ton sens de jugement. Est-ce que tu vas trouver la bonne chose ou est-ce que tu seras influencé ou est-ce que tu seras... donc, le sens du jugement pour les situations inédites. Ça veut dire que c'est pas tranché. 6, vous ne prenez pas la mouche. Ça veut dire vous ne vexez pas facilement. C'est pas parce que je te fais une plaisanterie que tu vas pleurer là. Il est difficile de vous atteindre par une plaisanterie. 6. 1, 2 ou 3. 7, vous arrivez à dire non. Si je te demande, peux-tu me prêter 20 dinars, tu dis, écoute, non, Salah, non, je ne peux pas faire ça. Et non pas, dans ton intérieur, tu sais qu'il ne faut pas le faire, mais tu vas dire, écoute, reviens demain, je vais voir ça. Ou, écoute, j'ai un problème. Non, c'est non. Et c'est important de pouvoir confronter le non et non pas reporter. 8, vous connaissez vos priorités, investissez dans votre développement. Tu fais ta formation. Vous donnez généreusement sans attendre de retour. Ça veut dire que si tu décides de faire une formation quelque part et que c'est gratuit, tu ne vas pas dire, là, je ne fais pas ça parce que qu'est-ce que ça va me rapporter, puis je viens plus tôt. Non. C'est la générosité. C'est l'amour, c'est aimer. C'est pas attendre d'être aimé. Donc, vous donnez généreusement sans attendre de retour. Vous n'êtes pas rancunier. 1, 2, 3. Si vous n'êtes pas rancunier, c'est 3. Si vous êtes rancunier, c'est 1. Vous neutralisez les personnes toxiques. Vous arrivez à les neutraliser ou à les éliminer. Vous ne cherchez pas la perfection, mais la progression. 1, 2, 3. Ce que vous avez peut suffire à votre bonheur. Vous pouvez vous déconnecter. Une fois que tu es au milieu de travail stressant, tu rentres chez toi. Tu peux enlever le branchement dans ta tête puis te déconnecter. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Vous limitez votre consommation de stimulants. Ça peut être le café, l'alcool, les cigarettes et tout ça. Idéalement, 0. Mais bon, est-ce qu'au moins vous arrivez à les limiter? Vous dormez suffisamment. Vous arrêtez de ruminer les pensées négatives. Ça veut dire que quand arrive quelque chose de mauvais,
Ben, dire, ben, écoute, je vais penser ça quand le moment viendra. Maintenant, je vais penser à autre chose. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Vous ne laissez personne gâcher votre bonheur. Donc, ça, c'est les signes distinctifs que je vous propose. Et selon votre note, faites-le franchement, bien sûr. Je ne vais pas vérifier vos résultats. Dans la mesure où vous avez une bonne note, ben, c'est de vous féliciter et puis bâtir là-dessus. Si c'est assez bas, ben, pensez à qu'est-ce qui peut me permettre d'avoir un plan d'action là-dedans. Et je vous conseille de faire vos très grandes forces par les signes distinctifs, puis vos défis et votre plan d'action. Vous pouvez vous faire aider aussi par un coach local, là, quelque part ben, proche de vous. C'est sûr que les gens sont compétents et puis ils peuvent vous aider là-dedans. Toi, tu es dans le coaching aussi, Khaled, hein? Est-ce que tu es là? Bon, en attendant, donc, Oui, oui, je vous entends. Oui, je suis là. Oui, je suis aussi dans le coaching, exactement. bon, alors je peux te référer, Merci vous beaucoup. avez, Juste une petite question par rapport à l'exercice. Donc ici, les marges pour toutes les questions. Donc, quelle est la marge pour dire, par exemple, on est assez bon ou ça veut dire que c'est sur combien mais de je n'ai pas points fait on peut ça. Je évaluer? n'ai pas développé ça. J'ai trouvé les signes distinctifs, puis je les amène comme ça. Mais il est possible de prendre, tu peux le faire d'ailleurs, tu peux prendre ça, et puis même faire sur 5, et puis expliquer même c'est quoi sur un tableau. Et puis dire, par exemple, si c'est ne dépasse pas, je sais pas moi, 10 points, tu peux donner explication. Mais je ne suis pas allé jusque-là. Je voulais juste partager avec vous ça pour vous donner une idée. Et le but, c'est de vous faire visualiser c'est quoi être intelligent émotionnel. Qu'est-ce que ça aide à faire? Mais ton idée est bonne, Khal. On peut faire comme des seuils minimum là-dedans. Par exemple, quand il s'agit vite de faire quelque chose, par exemple, d'inférieur à, je ne sais pas, 10, là, et puis entre 10 et quelque chose, là, et puis 18 multiplié par 3, ça veut dire notre maximum. Ça veut dire Ouais. que vous êtes quelqu'un intelligent émotionnel et vous avez tous les critères qui le certifient. C'est bon? Exactement. Donc, si c'est 18 multiplié par 3, ça donne 54. Donc, on peut supposer. 54, et puis à partir peut-être de 45 ou de 40, on peut supposer qu'on a les signes distinctifs qui permettent d'avoir un haut niveau d'intelligence émotionnelle. Mhm. Mais je ne suis pas allé jusque-là. Parfait. Merci beaucoup. Oui, merci. Salah. Oui. D'accord. Alors, et là, ben, c'est ce que je suggère d'habitude, après avoir fait ça. Si c'est le cas, allez chercher vos plus grandes notes, 1, 2, 3, et puis les plus basses notes, et puis faire un plan d'action avec un coach. D'habitude, c'est ça, c'est toujours connaître ses forces, puis ses faiblesses ou ses défis pour pouvoir travailler ça. Et ça, je vais compter jusqu'à 5 pour les personnes qui veulent faire capture d'écran de ces livres-là. C'est ceux que j'utilise souvent, surtout Intelligence émotionnelle 2.0, c'est très pratique. Daniel Goleman, c'est lui le père de l'intelligence émotionnelle pour les entreprises. Avant, c'était l'affaire de psychologue. Mais lui, en 1995, il a écrit son livre L'intelligence émotionnelle telle qu'on la connaît maintenant. Et c'est volumineux. Les autres, c'est pour, ben, surtout celui de droite, l'intelligence émotionnelle 2.0, ben, c'est très pratique dans la mesure où vous pouvez l'avoir. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, je passe à l'autre page. Là aussi, c'est le pouvoir de l'intelligence émotionnelle appliqué, tout ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question de l'intelligence émotionnelle et son rôle pour pouvoir, qu'est-ce qu'il faut manifester lorsque on est en présence d'un recruteur? Oui, merci beaucoup, Salah. Juste une petite question par rapport au modèle que vous avez montré de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que parfois ici, on voit souvent, on parle de l'automotivation aussi ou de la Oui, motivation intrinsèque dans ce oui, modèle-là? oui, et ça existe dans la littérature Mhm. qui dit connaissance de mes émotions, gérer mes émotions, comprendre les émotions des autres, développer une intelligence sociale et m'automotiver. Il y a deux versions différentes. Il y a celle-là, puis celle à 5.
Moi, finalement, j'ai retenu celle-là parce qu'elle est plus facile à faire. Puis oui, bien sûr, quand on est quelqu'un d'intelligent émotionnel, c'est important de savoir s'auto-motiver. Ça existe. Mais franchement, pour moi, c'est une conséquence de tout ça. Quand tu développes ton intelligence sociale et émotionnelle, tu vois, tu deviens fort dans l'automotivation aussi. Oui, c'est un modèle qui existe, mais je ne l'ai pas retenu. Oui, merci beaucoup, Salah. Alors, on va passer maintenant à la quatrième rubrique qui est le leadership et son importance dans le développement de notre brand ou personal brand. Oui, ben écoute, le leadership est très important. On cherche des leaders, mais parfois on se trompe sur c'est quoi le leadership. Ben, je ne vais pas faire un cours sur le leadership, puis l'autorité, puis les techniques, puis tout ça, mais j'aimerais voir un peu ce que les gens cherchent quand ils disent je veux avoir quelqu'un qui est dans le leadership. Quelqu'un, et là on va voir ce terme plus loin, le proactif. Il est proactif. Le leader n'est pas réactif, il est proactif. J'ai consacré un petit paragraphe parce que tellement c'est important ce mot-là, et fait grandir ses collaborateurs. Donc, c'est pas quelqu'un qui monte en abaissant les autres. Et là, faites attention. L'un des pièges lors du recrutement, c'est quand vous allez dire, vous jouez la victime et puis vous dites que mes anciens collaborateurs m'ont fait du mal, c'est moi. Alors là, on va comprendre que tu n'es pas leader parce que tu dénigres les personnes absentes. Donc, le leader part toujours positif. Il place l'équipe au-dessus de son ego personnel. On doit, je ne sais pas si, bon, souffrir un peu pour être leader, ça veut dire on doit oublier un peu qui on est. Quand j'allais acheter mon entreprise de François qui m'a coaché, puis que il y avait une dame qui ne m'appréciait pas. Et par conséquent, elle cherchait toujours des preuves contre mon travail. Un jour, j'ai prouvé devant tout le monde qu'elle mentait, c'était des mensonges. Et là, ce jour-là, elle est sortie en pleurant de la réunion. François est revenu vers moi et dit, Salah, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de la perdre. Je dis, oui, mais elle raconte des menteries, des mensonges, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, oui, humainement, tu as raison. Et comme leader, tu l'as perdu. Et là, il a rajouté une phrase avant de me quitter. Et c'est pour ça que les leaders sont toujours solitaires. Houhou! J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase-là. C'est pour ça que les leaders sont toujours solitaires. Ça veut dire qu'ils doivent avoir une capacité au-delà de leur ego, plus importante que leur ego. Bon, ils préfèrent confronter les problèmes, gérer les différences, mais sans agresser ou blesser. C'est pas quelqu'un qui agresse ou qui blesse. Il sait valoriser ses collaborateurs et autres interlocuteurs. C'est quelqu'un qui sait toujours reconnaître le mérite des autres et son but, c'est qu'ils grandissent même plus que lui. Il change le cours des événements, il sait obtenir des résultats concrets. Il y a cette capacité, on va voir avec la proactivité, ça va nous donner beaucoup de réponses à certains termes ici. Il sait rassembler les gens autour de valeurs. Et je donne beaucoup de formations sur l'art de rassembler, parce que c'est pas facile. Ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle, ça prend beaucoup de conditions pour devenir rassembleur. Et ce qui nous manque, malheureusement, en Tunisie, on dit qu'on a des diviseurs, pas des rassembleurs. J'ai été même, moi, je ne donne pas de formation aux partis, partis politiques, par exemple, mais on me dit que certains m'ont approché, puis je me suis excusé, mais il me dit, pourquoi vous n'allez pas voir les autres? C'est parce que ces gens-là étaient dans mes formations à moi, et puis ils me disent, les autres n'arrivent pas à nous à rassembler. Ils nous montrent comment diviser, comment mettre quelqu'un, tordre le bras à un adversaire. Et ça divise. Ça ne fait pas de toi un leader, ça fait de toi un dictateur. Il fonctionne selon le principe, le leader gagnant-gagnant. Kulu wakil, c'est-à-dire gagne et laisse-moi gagner avec toi. Il est capable donc d'amener une vision positive du progrès. Par contre, faire attention, beaucoup de gens peuvent mêler le leader et le populiste. Shabawi. C'est quoi le populiste? C'est celui qui exprime haut des jugements ou des positions mitigées. Je donne un exemple. Supposons là qu'on a, par exemple, tu prends Trump. Trump, lui, il a bâti son leadership, c'est pas un populiste, c'est un populiste, sur la haine des Mexicains, sur la haine des musulmans, sur la haine de tous les étrangers. En fait, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Même la femme,
Même pour les femmes, il les considère comme des objets, à un moment donné, implicitement. Mais comment il fait ça? C'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, peut-être, il y a des gens qui sont un peu dérangés par les Mexicains. Alors, il dit ce qui fait plaisir sournoisement. Peut-être que chacun de nous, il y a une petite partie de gêne de ce qui se passe avec ces gens-là. Mais on dit qu'on est politiquement correct, on ne va pas s'exprimer là-dedans parce que, écoute, alors quand lui, il fait ça, on va dire, ah, lui, au moins, il dit la vérité. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Ah, j'adhère à ça. On peut ressentir un soulagement après ces paroles. Et en Tunisie, on en a beaucoup de populistes. Ça veut dire des gens qui préfèrent insulter parce que ça fait bien au cœur. Ça fait bien. Et écoute, j'ai aimé ces insultes, au moins ça me donne de positif au cœur. Exprimer la voix de la haine au nom des autres. Ça veut dire, on va dire, écoute, je vais vous dire, moi, ce que tout le monde pense, mais personne n'ose le dire. Eh bien, je vais le dire, moi. Donc, et ce qu'il va dire, lui, c'est jamais un message d'amour. C'est toujours un message de haine. Diviser les gens pour plaire à une partie aux dépens de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il fait Trump? Ben, écoute, il y a toutes les personnes qui pensent un peu comme lui, qu'il est courageux de dire ça, aux dépens des Mexicains, puis des gens qui n'ont pas cette conviction-là. Et écoute, il y a quelque chose aussi de très intéressant. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les femmes, avec ces histoires sexuelles, puis avec ces... Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui l'aiment encore plus. Tu sais pourquoi? Elles ne veulent pas être des objets sexuels, mais ils disent, au moins, lui, il dit la vérité. Alors que dans mon couple, mon mari, il est hypocrite. Lui, au moins, il dit la vérité, et puis j'aime ça, puis je le respecte, cet homme, parce qu'il dit la vérité. Ça, c'est le populisme. Donc, c'est une attitude réactive qui manque de proactivité. Donc, ça, c'est... Donc, je ne suis pas en train d'enseigner le leadership, mais je suis en train de faire la distinction entre le leader et le populiste. Le leader, il veut rassembler le monde pour que tout le monde se mette ensemble à bâtir quelque chose, une entreprise, un pays, un groupe, une équipe, une association. Ça, c'est le leader. Donc, il va valoriser les gens pour que les gens grandissent avec lui. Lui, là, d'habitude, le mot populiste, ça veut dire qu'il va considérer qu'il parle au nom du peuple contre une élite. Et c'est facile. C'est très facile de faire ça. Il suffit juste de trouver de bons termes, puis c'est vrai, tu vas parler le nom de la haine, au nom de la haine, et la haine, c'est facile d'aller le chercher chez les gens, parce que les gens sont frustrés. Ça, là, ça, le leader est plus difficile. Ça prend beaucoup de travail sur soi. Est-ce y a-t-il quelque chose là-dessus avant de passer à autre chose? Une question? Peut-être, mesdames, sur les chats, est-ce que, où on passe un point fini, puis on va donner libre question, la libre parole au chat. Alors, ça, maintenant, c'est quoi cette proactivité-là? J'ai promis de vous dire c'est quoi la proactivité. Alors, d'abord, je vais vous dire que la proactivité est la première qualité, be proactive, de Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est un best-seller. C'est un grand nombre en plusieurs langues, je pense 36 langues, qui est sorti ce livre-là de Stephen Covey, et puis qui dit qu'est-ce que les gens qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont de commun, c'est quoi leur habitude? Pour que toi, tu puisses voir est-ce que j'ai cette habitude-là ou pas. Et la première, c'est être proactif. Quand on dit être proactif, c'est quoi? La proactivité selon Covey. Covey, il dit que nous avons tous autour de nous une zone d'influence. Ça veut dire les choses que tu peux changer. Ton armoire avec tes costumes, tu peux porter n'importe quel costume, tu peux donner rendez-vous à quelqu'un puis te présenter. Ça, c'est ta zone d'influence. Écrire une lettre, tout ça, c'est ce que tu peux faire ou changer. Tu as quelque chose d'autre qui est la zone d'intérêt. C'est tout ce qui t'intéresse, mais tu ne peux pas le changer. La météo, le Premier ministre, ton éducation, le racisme. Ça, c'est ta zone d'intérêt, tu ne peux pas le changer. Alors, Stephen Covey, ce qu'il dit, c'est que le proactif, devant un défi, va toujours s'orienter vers ce qu'il peut faire, ce qu'il peut changer. Le réactif va toujours, devant un défi, penser qu'est-ce qui ne lui a pas permis de changer les choses. Je vous donne un exemple. Je vois, dans mon cadre de travail avec les
les Arabes, par exemple, ou les Africains au Canada pour les aider dans l'affaire des entrevues. Supposons qu'on a monsieur réactif, monsieur proactif, avec les mêmes dispositions, les mêmes compétences. Je les ai tous les deux coachés pour faire une très bonne entrevue. Le réactif revient, tous les deux ont échoué. Ça veut dire que personne n'a été retenu. C'est quoi le comportement de monsieur le réactif? Ah, ils ne m'ont pas accepté, c'est parce qu'ils sont racistes. Ça se peut. Mais là, le racisme, est-ce qu'on peut le changer? Non. Donc, le réactif se dirige toujours, le bleu se dirige toujours vers la zone bleue. Qu'est-ce que va faire le proactif? Le proactif, s'il n'a pas été retenu, il dit ça là, je n'ai pas été retenu, c'est pour ça que je veux avoir encore plus de séances avec toi, parce que la prochaine fois, je veux réussir. L'un va trouver des raisons de l'échec, le réactif, qui est le racisme dans l'occurrence, et l'autre va chercher les conditions de succès. Qu'est-ce qui va me permettre de réussir? Le réactif va toujours se trouver dans une zone de victimisation et des causes pourquoi il a échoué. Donc, le cause de l'échec, il pense toujours cause de l'échec, c'est le cerveau négatif. Alors que l'autre va pour toujours chercher les conditions de succès, c'est orienté vers le futur. Les causes de l'échec, c'est toujours orienté vers le passé. Et ça, c'est une habitude. Ça ne veut pas dire, Khaled, que le racisme n'existe pas. Il existe. Mais est-ce que la personne est orientée plutôt vers la chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne veut pas changer, qui est le racisme, ou est-ce qu'il va plutôt penser qu'est-ce que moi je peux changer? Et M. Covey a remarqué une chose, c'est que les personnes qui, devant un défi, vont toujours aller chercher leur zone d'influence grandit. À force de toujours chercher à me développer, à m'améliorer, quelles sont les conditions de succès, ben, cette zone va engloutir la zone d'intérêt en majorité. Et donc, il va influencer plus d'autres. Donc, il va développer son leadership. Par contre, la personne, partie bleue à gauche, qui va toujours chercher des causes de l'échec, sa zone d'influence rétrécit. La zone d'influence, c'est comme un muscle. Tu la fais travailler, elle grandit, grossit. Tu la négliges, elle se rétrécit. C'est une règle très intéressante. Et donc, moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, moi, là, j'ai quelqu'un là avec moi qui serait pervers, par exemple, il me fait vivre des choses. Je parle d'amis, là, parce que je ne suis pas coach de vie, mais des amis qui me disent, j'ai une telle difficulté, puis il est comme ça. Je dis, moi, je ne peux pas le changer, lui. C'est ta cause. Ça, tu en parles en cause. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux changer? Là, on peut travailler dessus. On travaille toujours sur ce que tu peux changer. Si tu es exploité, c'est quelque part que tu es exploitable. Et donc, travailler sur ce côté exploitable, est-il possible de le changer? S'il est comme ça, et puis ça se répète, tu es toujours en train de sortir avec des pervers, ben, peut-être que tu les attires, sans le savoir. Alors, on travaille toujours. Donc, quand je coach, c'est toujours jamais pour justifier quelqu'un pourquoi il vit mal, le pourquoi c'est du passé, mais comment aller chercher dans les changements dans son comportement. Donc, j'aimerais, et c'est pour ça que ça va transparaître quand tu vas parler avec un employeur. Est-ce que tu es proactif ou réactif? Est-ce que tu parles souvent de cause de l'échec? Moi, j'ai vécu quelqu'un, ben, j'ai reçu quelqu'un par un emploi, là, et puis il n'arrêtait pas de me dire pourquoi il a échoué tout le temps. Et je dis, je ne peux pas l'accepter. À un moment donné, là, ou je ne peux pas le conseiller des gens pour l'accepter. Il est en train de me raconter son histoire d'échec. J'aurais souhaité qu'il m'amène plutôt des conditions de succès. Et puis, faites attention aussi, parfois, tu trouves un ami, un voisin, et puis il dit, écoute, aide-moi, s'il te plaît, à, à aider mon fils ou ma fille à trouver du travail. Puis je dis, donne-moi ses forces. Qu'est-ce que je peux, de quelle manière je pourrais le recommander pour recommander ses qualités. J'aimerais le voir pour découvrir moi-même ces qualités-là. Il dit, mais non, mesquine, le pauvre, ça fait 5 ans, il est en chômage, il n'est pas heureux, il est malchanceux. Mais je pense qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il devrait dire. On ne recrute pas des perdants. Personne ne veut recruter des perdants. Tout le monde veut avoir. Donc, il ne faut pas
donner l'impression que vous voulez la pitié des gens, mais plutôt aller chercher dans la force. Ben, donc, ça, c'est la proactivité. Et c'est très important. Et il y en a beaucoup par exemple, pour les entrepreneurs. Je participe beaucoup à des programmes mondiaux pour la promotion de l'entrepreneurship, que ce soit en Algérie, en Tunisie et ailleurs, même au Canada aussi. Et ça, c'est l'élément important, de montrer, de voir si quelqu'un est capable de réussir ou pas. Est-ce qu'il est proactif ou est-ce qu'il est réactif? Est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher des raisons d'échec ou est-ce que c'est quelqu'un qui va aller toujours de l'avant? C'est très recherché, cette qualité-là, et ça reflète donc son leadership. D'accord? Est-ce que j'ai répondu un peu? Est-ce que c'est clair ou est-ce que tu aurais une question pour clarifier ça? Oui, oui, merci. Bah, c'est Je pense que ta connexion n'est pas très bonne. Oui, je pense que c'est une connexion, Khal. Bon, dans ce cas, je vais continuer. Alors, on va aller avec les ingrédients. Qu'est-ce que les gens cherchent vraiment? Là, j'en ai parlé comme thème, leadership, puis proactivité, puis connaissance de soi. Mais en fait, comment ils vous voient et quels sont les éléments, les ingrédients de les 7 puissances? Pourquoi je dis 7 puissances? Parce que quand vous allez coacher quelqu'un pour qu'il aille aux Jeux olympiques ou à la Coupe du Monde, tu vas le coacher sur quel niveau? Ben, d'abord, tu dis physiquement, il doit être prêt. Tactiquement, il doit être prêt. Mentalement, psychologiquement, il doit être prêt. Donc, tu as toujours des puissances à vérifier. Et là, si on veut avoir un très bon candidat, c'est quoi les puissances qu'on doit surveiller? C'est quoi les ingrédients de la réussite? Moi, j'appelle ça, ben, c'est un autre type de coaching qui s'appelle le coaching athlétique. Pourquoi? Parce qu'ils sont vos athlètes. Quels sont les éléments que je dois réussir? Bon. Pour les 7 sont les suivants, pour faire réussir les 7 puissances gagnantes à démontrer. Un, technique, ça veut dire que, ben oui, techniquement, tu es bon. Physique, ça veut dire que tu as une bonne santé. Stratégique, psychique, relationnel, politique et spirituel. On va les voir un à un, et c'est important toujours de le démontrer. Bon, on commence par le physique. Tu es quelqu'un en santé. On ne veut pas avoir des gens déprimés. La santé est une priorité pour toi. On veut sentir que pour toi, ta santé est prioritaire. Tu as une image physique de santé. Je ne veux pas dire que vous faites culture physique ou d'avoir des muscles comme ça, mais quelqu'un qui a une image physique de santé. L'équilibre de gestion du temps pour éviter le stress. C'est pas quelqu'un qui est énervé, qui est agité, qui court. Ça veut dire, ben, quand quelqu'un a beaucoup trop de choses à faire, c'est qu'il est mal organisé. Il y a des formations là-dedans sur la gestion du temps. C'est que tu ne sais pas prioriser tes affaires. La saine alimentation et l'activité sportive. Donc, c'est important de faire, ben, ou dans un CV, ou dans, ben, quand vous parlez aux personnes, ils veulent faire affaire à des gens ben, à long terme, là. Des gens qui ne sont pas en train de perdre leur faculté de stresser. Donc, force de santé, c'est important. Une belle image aussi. Ça ne veut pas dire toujours en costume, mais une image compatible avec l'entreprise. Moi, si j'allais en costume, à des formations de bûcherons, de gens qui sont dans la construction de bois, eh bien, ils vont rire de moi. Mais si je vais à la banque avec des jeans, elles ne seraient pas appréciées non plus. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut adapter son image aussi au contexte. Donc, c'est la force, santé et image. Et ça, c'est important. Alors, donnez-vous une note si vous souhaitez. Est-ce que ma force, santé et image me donne une bonne première impression ou pas? Il y a autre chose aussi, la force technique. Ce sont les compétences techniques. Avant, on pensait que c'était toutes les compétences techniques. Mais maintenant, c'est une des 7. Une des 7. Quelles sont les compétences techniques et expériences? Sont-elles bien décrites au CV? Évitez, s'il vous plaît, dans les CV, beaucoup d'abréviations. Hey, je suis un ANAD, IT, PSVQ. Écoute, la plupart du temps, les gens qui vous voient, là, ne sont pas des techniciens comme toi. C'est peut-être des directeurs de ressources humaines ou un recruteur là, qui est polyvalent. Alors, apprenez à parler le langage des recruteurs. Ne parlez pas en termes trop difficiles. Parlez en mode, on va le voir à la fin, fonctionnel. Donnez des exemples. Le fonctionnel, ça veut dire en quoi ça peut aider les autres.
Mise à jour et veille active sur les nouveautés. Est-ce que depuis que tu as mis un diplôme, est-ce que tu suis les nouveautés après le diplôme? Formation et développement continu. Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu continues à te développer? Est-ce que tu es autonome, domaine professionnel, ou tu as besoin d'aide? L'expression d'une manière, et exprimer les choses d'une manière fonctionnelle en langage commun, et non pas, si tu es informaticien, tu parles, il ne faut pas penser que tu parles forcément à des informaticiens en face de toi. Ça, c'est important. Et il peut avoir des notes négatives ou une mauvaise impression. On dit, écoute, ce gars-là, il parle en langage savant. Certainement qu'il est compétent, mais il ne sera pas capable de parler au syndicat, il ne sera pas capable de parler à la haute direction, parce que la haute direction, pas certain qu'ils ont tous la même spécialité que toi. Ça, c'est la force technique. Donc, on a vu la santé, l'image, la force technique, la force psychique. Rebondir vite après la chute. Est-ce que tu portes des séquelles après une chute? Ou, ben écoute, c'est l'affaire de 2-3 jours, c'est tu rebondis. Persévérant et autodiscipliné. Est-ce que tu es ponctuel? Est-ce que tu es capable de dire non à soi et aux autres? Capable de dire non, ça veut dire quoi? Si quelqu'un me dit, est-ce que tu serais capable de, par exemple, travailler, je ne sais pas moi, 60 heures par semaine, ben, c'est plus normal de dire non tout de suite, ou de prendre des explications, ou il y a peut-être des manières plus avancées, mais c'est important qu'on sente ta personnalité, que tu es en train de, que tu es vrai, que tu es quelqu'un de te déconnecter. Ils ne vont pas voir ça du bon côté si tu dis, écoute, j'emmène le travail avec moi parce que moi, je vais finir mes travaux, alors je l'amène chez nous, je dors 2 heures de. Ben, ce n'est pas des bons points, ça. On veut des gens en santé qui sont capables de gérer leur temps et leur stress. Et là, j'amène le mot que tu aimes, toi, Khaled, et qui sont capables de s'automotiver. Là, on voit, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle, automotivation. Ça, c'est la force psychique. L'as-tu ou tu ne l'as-tu pas? L'as-tu moyennement? Est-ce que tu es fragile? Tu es quelqu'un qu'on déstabilise facilement. Ils veulent aussi quelqu'un qui est proactif et débrouillard. Ça, on ne l'apprend pas à l'école non plus. Moi, je n'étais pas débrouillard. Chaque fois que je me trouve avec quelque chose de brisé, je vais. Mais, par contre, je vais trouver de l'aide. C'est ça ma solution. Le deuxième point, pour moi, je l'ai, la capacité de trouver de l'aide, des alliances. Vite, vite. Et je suis entouré par des gens qui peuvent m'aider. Mais moi, je ne suis pas capable. J'ai un ami qui m'a dit, tu as les mains vissées la main droite est vissée à gauche, la main gauche est vissée à droite. Chaque fois que je touche quelque chose, je la brise. Alors, avoir une vision globale du problème, trouver des solutions au problème, et si tu penses que le problème est une chance d'amélioration. Ça, c'est le débrouillard, le stratégique, c'est lui qui trouve des solutions. On cherche ça. Et ça ne vient pas, comme je dis, là, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu l'as. Ce sont des gens qui réagissent, ce sont des gens qui peuvent réparer, parce que l'école nous apprend à mettre en place des systèmes pour prévenir. Mais réparer une situation, résoudre un problème, ça ne vient pas avec l'école. On est prédisposé parfois. J'ai un ami, Ziad, il est très fort. Chaque fois que j'ai un problème, là, n'importe quoi, là, Ziad, j'arrive pas à faire ça. Salut, calme-toi, je viens te voir. Il fait tout. Il y a la force stratégique très importante. Oui. Oui, faire ton réseau. Votre réseau grandit tous les jours. Il y a des travaux qui vont te recruter seulement pour ton réseau. Ben, presque. Mais le réseau est très important. Parce qu'il y en a des travaux comme ça. Les chefs d'entreprise, si tu veux être chef d'entreprise, tu dois démontrer un réseau qui va te faciliter la promotion de ton produit. Capacité de s'adapter aux autres est différente, aux personnes différentes. Les mettre à l'aise. Entretien actif du réseau. Ça veut dire que tu peux l'entretenir. Ben, tu as connu ça là aujourd'hui. Ensuite, tu dis, est-ce que tu peux donner mon numéro? Est-ce que je peux te joindre sur Facebook ou sur LinkedIn? Et puis, donc, tu l'entretiens. À son anniversaire, tu vas dire, hey, joyeux anniversaire. Ça, là, ben, entretien du réseau. Méthode dans le développement du réseau, faites méthodique. Ce que je dis méthode, là, c'est être méthodique. Tu te crées des règles. C'est sérieux, un réseau. Plaisir de découverte et facilité de détachement par rapport à l'attente. Oui, ça veut dire que tu ne vas pas te réseauter seulement aux personnes qui vont te donner un avantage. Quand tu es réseauté, tu es généreux. La vraie force de rationnel, c'est la générosité naturelle. Moi, tous les mandats que j'ai reçus les plus importants ne sont pas arrivés par des personnes que j'attendais qu'ils m'amènent quelque chose. C'est tous des étudiants quelque part. Je ne sais pas d'où est-ce que peut me provenir l'avantage. Mes plus grandes conférences ont été
parce qu'il y a un étudiant quelque part que j'ai enseigné puis que ça m'a amené quelque chose. Donc, il ne faut pas calculer tout. Dans le relationnel, il faut être méthodique, généreux, partagé. Et la force politique, c'est celle de pouvoir influencer. Donc, savoir écouter, savoir négocier. Est-ce que tes opinions sont parfois respectées? Donc, ça te donne des notes. Est-ce que j'ai la force politique reconnue dans votre domaine? Ben, je vous donne un exemple. François, une fois, euh, moi, j'étais, comme je dis, coach de soccer, de football, et tout le monde dans la ville me connaissait. Et quand on sortait manger avec lui dans un restaurant, tout le monde venait me saluer. Alors que lui, mon boss, là, à l'époque, personne ne venait le saluer. Il le saluait comme mon compagnon. Alors que celui, c'est mon boss. C'est lui le Québécois. Moi, je suis Tunisien, je venais d'arriver. Tout le monde me connaissait. Et là, on dirait qu'il il était un peu jaloux de ça. Et puis, il m'a lancé un défi. Il dit, Salah, tout le monde te connaît, toi, dans cette ville. J'ai dit, oui. Il me dit, ben oui, parce que tu es au foot. Tu es entraîneur, puis les gens te connaissent. Puis tout ça. J'ai dit, ben oui, je suis fier de ça. J'ai senti un peu de jalousie. Ensuite, il va me dire, alors, je vais te poser une question. Oui. Pourquoi alors les commandes et les contrats au bureau, le téléphone sonne, il ne demande pas ça là, il demande François. Il m'a dit, tu as une bonne force relationnelle, mais tu n'as pas la force politique. Ça veut dire que je n'étais pas capable de convertir mes connaissances en clients. Et ça, c'est important. Et j'ai pris ça comme défi. Il a fallu 2 ans pour que les gens m'appellent moi plus que lui. J'ai pris ça comme à cœur. Donc, l'influence, c'est la connaissance. Toi, tu connais, par exemple, 5 toubibs, 5 médecins. Mais quand tu as besoin d'aide, c'est à qui tu penses le premier? C'est celui que tu appelles. Donc, pour faire des affaires, c'est important d'avoir un certain positionnement reconnaissance. Et ça, c'est la force politique. Et enfin, la force spirituelle, qui est une personne vraie qui nous met à l'aise. As-tu ça? Est-ce que tu es une personne vraie? Est-ce qu'on sent que tu te cherches encore? Est-ce qu'on est sûr que tes mots te ressemblent? Est-ce que tu utilises des phrases qui viennent de toi? Est-ce qu'on te fait confiance souvent? Est-ce que ta mission est claire? Est-ce que tes valeurs sont claires? Est-ce que tu es une personne confiante mais humble? Est-ce que tu es intelligent émotionnellement? Donc ça, c'est la force spirituelle. Donc ça, c'est les 7 ingrédients-là, avant de passer au résumé, qui nous donnent un peu qu'est-ce qu'on cherche. Et puis moi, si j'ai coaché quelqu'un, sur quel aspect, où est-ce que je vais faire le diagnostic sur ces 7 points, puis développer une chose à la fois. Et parfois, tu développes 2, puis c'est la troisième qui pousse. Pas grave. Par exemple, tu peux développer la technique, puis la stratégie de ton joueur, mais tu remarques qu'à force de jouer tactique, même son physique s'améliore. Mais l'essentiel, c'est de toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai à développer? D'accord? Merci beaucoup, Salah. Alors, une dernière question pour clôturer. Quelle est la seule chose que vous souhaitez recommander ou conseiller aux personnes qui sont présentes en une seule phrase pour clôturer? Ben, en fait, j'ai un peu plus qu'une seule phrase. Mais écoute, je peux aller vite si tu veux, si tu penses qu'on a passé ça. En résumé, c'est démontrer son intelligence émotionnelle, son technique intelligence émotionnelle, technique et organisationnelle, l'éthique. L'éthique, c'est important, l'akhlaqiyya. Euh, Utilisez votre CV comme une fiche initiale de marketing et non pas remplir votre CV, parce que on ne recrute jamais sur CV. On dit, ce CV-là, j'aimerais le rencontrer, cette personne. Votre intérêt à eux, ça veut dire que tu fais une recherche avant d'aller voir des gens. Votre ponctualité, respect du timing accordé, si tu te donne 30 minutes, là, tu prends 30 minutes. Votre ponctualité, respect du timing accordé. Votre éthique et sens de déontologie. Votre réputation réelle et surtout votre réputation électronique. Dites-vous que vous êtes surveillé. La première impression, pas de deuxième chance d'avoir une première impression. Votre comportement proactif, vos réponses aux questions et votre attitude d'égal à égal. Je ne suis pas dans le besoin, je ne suis pas un needy. Je ne suis pas quelqu'un qui veut de la charité. Moi, j'ai quelque chose à présenter et vous avez un besoin à combler. Ben, écoute, D'accord. ça se marie bien. Merci encore, Salah. Je pense que on a un tout petit peu dépassé le temps. Donc, D'accord. je souhaiterais bien avoir un mot pour clôturer de votre part.
Ben, ce que je pense, c'est que on a tous la possibilité d'améliorer ça. Ce n'est pas, ben, c'est important ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous montrer les pistes, mais vous n'avez pas le détail. Et le but, c'était de vous donner aussi des outils comme ces livres-là pour approfondir votre connaissance du sujet. Donc, je vous laisse ça aussi pour lecture et j'espère que cette entrevue, cet entretien, cette conférence vous a donné envie d'améliorer votre personal branding et vous pousse un peu à en lire plus. Merci. Merci Salah, c'était un excellent webinaire et on espère vous voir très très bientôt. Merci Merci encore. beaucoup. Merci à tous les participants, à toutes les personnes qui nous ont suivis et à très bientôt. Merci, au revoir.